Bonjour et bienvenue à ce webinaire porté aujourd'hui sur le dispositif des assistants médicaux. Deuxième édition, puisque nous avions déjà fait une première édition au courant octobre. Ce dispositif va être présenté également par Céline Carnet. Bonjour et parti vous donc. Nous sommes tous les deux délégués de l'assurance maladie de la CEPAM du Rhône et nous serons ensemble aujourd'hui pour environ 30 minutes. Tout à fait. À la réception des questions, nous aurons Irène que vous ne voyez pas à l'écran. Bonjour. Et nous avons à la régie Ellie. Ellie, je te demande d'ailleurs de pouvoir lancer le PowerPoint dès à présent. Merci Ellie. Alors, quelques petites informations pratico-pratiques pour commencer ce webinaire. Nous avons coupé les micros de tous les participants. À noter que nous avons lancé également un enregistrement afin que nous puissions avoir un replay à disposition que nous pourrons diffuser à l'ensemble des participants et à toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Vous avez en bas de votre écran un petit module de questions-réponses qui sera suivi par Irène. Et ensuite, nous vous ferons parvenir ultérieurement une foire à questions pour toutes les questions auxquelles nous n'aurons malheureusement pas eu le temps de répondre. À la fin de ce webinaire, nous vous mettrons également à disposition les slides de ce PowerPoint si toutefois il y a des petits soucis d'affichage. Merci Thibaut pour cette introduction. Je t'en prie. Je tenais à te féliciter pour ta chemise. Merci, et toi ta couleur bien flashy. Mandarine de Noël. Alors, afin de vous donner un aperçu de ce dispositif, nous avons fait passer en amont un questionnaire à des médecins et à leurs assistants qui sont déjà engagés dans ce dispositif. Nous avons demandé aux médecins, dans un premier temps, de qualifier cette aventure avec un mot. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il en ressort des mots tels que qualité, partenariat ou sérénité. Il en ressort également que 100% des médecins ont augmenté leur patientèle. Et au-delà de cette augmentation, les médecins ont le sentiment d'avoir pu se recentrer vraiment sur leur cœur de métier qui est le soin, tout en permettant un travail dans une ambiance beaucoup plus sereine. Donc ça fait beaucoup rêver ce que tu nous dis, Céline. Mais est-ce que tu pourrais du coup nous en dire plus sur les grandes lignes du dispositif des assistants médicaux? Bien sûr. Alors, pour résumer, on peut parler d'un dispositif gagnant-gagnant. En effet, le médecin gagne en épanouissement grâce à une charge administrative qui se veut allégée. Le patient est également gagnant puisque le médecin va pouvoir en prendre en charge plus, comme je l'ai dit, sans pour autant nuire à la qualité de sa prise en charge. Certains médecins parlent de leur assistant comme d'une ressource primordiale. C'est un vrai partenariat qui va se mettre en place entre le médecin et son assistant, un vrai travail d'équipe. D'accord, donc moi j'ai bien compris personnellement ce rôle primordial de l'assistant médical au sein d'un cabinet. Mais est-ce que tu pourrais du coup donner aux participants les détails sur les missions d'un assistant médical dans un cabinet? Alors on pourrait résumer cette profession par un mot, la polyvalence. En effet, l'assistant médical va pouvoir prendre en charge les tâches médicales, mais administratives, bien sûr. Donc il va pouvoir faire, si je donne quelques exemples, des tâches très variées comme des prises de constantes, préparer des plateaux de soins ou poser des ECG, faire le point sur la vaccination via le carnet de santé ou promouvoir le dépistage du cancer. En plus de ça, l'assistant va pouvoir disposer d'une carte CPE. Cette carte CPE va lui permettre d'enrichir le DMP, mais bien sûr d'accéder à l'ensemble des téléservices qui sont accessibles aux médecins. Et donc, il va pouvoir réaliser les déclarations de médecins traitants, les déclarations de grossesse, les avis d'arrêt de travail, les prescriptions de transport, etc., etc. Toute cette partie administrative qui, on le sait, prend beaucoup de temps aux médecins. On dirait que du coup c'est un vrai couteau suisse au sein du cabinet. Là, on voit à l'image, elle peut faire beaucoup de tâches. C'est ça. Donc vraiment, la polyvalence, c'est le maître mot. Et ce qu'il est important de souligner, c'est que c'est le médecin qui va attribuer les différentes tâches à son assistant. Donc on a vu les grandes lignes du dispositif, les missions que pouvait faire un assistant médical dans le cabinet. Et tout bonnement, la question que je vais te poser maintenant, c'est qui peut devenir assistant médical? Alors, finalement, presque tout le monde. La seule obligation, c'est que cette personne va devoir valider un certificat de qualification professionnelle dans les 2 ans qui suivent son embauche. Cette formation va être plus ou moins allégée en fonction du profil de départ, s'il est médical ou s'il est plutôt administratif. Donc si c'est un profil plutôt médical, la formation sera certainement beaucoup plus allégée, contrairement à un profil plutôt administratif. Oui.
Et donc ça peut être une infirmière, si j'ai bien compris. Tout à fait. Ça peut être une secrétaire médicale qu'on peut faire évoluer via un CQP, donc une formation diplômante. Et ça pourrait presque être notre petite sœur qui vient d'avoir le bac. C'est ça, t'as tout compris. Céline, il me semble qu'il y a quelques semaines, tu as rendu visite au cabinet Value à Sainte-Foy-les-Lyons. Ouais, il faisait meilleur. Il faisait meilleur, c'est vrai qu'il faisait un petit peu plus chaud qu'aujourd'hui. Au sein du cabinet du docteur Guez, qui lui est rentré dans le dispositif des assistants médicaux il y a bientôt presque maintenant 5 ans. Donc un beau retour d'expérience. Donc ce qu'on vous propose, c'est de s'immerger dans le cabinet du docteur Guez et de son assistante médicale, Cyrine. Bonjour, nous arrivons au cabinet du Dr Guez et de ses confrères. Nous allons suivre le parcours d'un patient de sa prise en charge jusqu'à la fin de la consultation. Suivez-moi. Ça fait maintenant 4 ans, un peu plus de 4 ans que vous êtes dans le dispositif, docteur. Est-ce que vous pourriez nous donner 3 avantages de ce dispositif? L'avantage, d'abord, c'est de ne plus être tout seul, de pouvoir compter sur quelqu'un qui va vous accompagner au rythme que vous avez choisi dans l'accueil des patients, leur prise en charge. Et puis, on dit très souvent le côté administratif, mais du coup, elle fait énormément de choses. Et vous avez dû voir au cours de la consultation que nous avons eue avec elle que c'est vraiment la moitié de moi-même. En fait, lors d'après-midi, le médecin reçoit plus ou moins des urgences et je l'assiste du coup pour que ça aille plus vite et qu'on voit plus de patients. Donc ça nous permet de voir plein de choses. La deuxième, je dirais quand on assiste pour faire les ECG, on place les électrodes, on parle au patient et on attend l'aval du médecin pour lancer le ECG. Et la dernière, moi je dirais que ce serait quand je dois m'occuper de demandes d'hospitalisation, notamment avec le docteur Guez, j'en ai fait plusieurs où en fait je dois appeler différents services pour demander si le patient peut être hospitalisé, j'envoie le courrier d'adressage, je préviens le patient et en fait on organise un peu tout ça, quoi. Donc je peux pas vous dire un avantage, il y en a plusieurs. Donc si je comprends bien, docteur, vous ne pourriez plus vous passer de votre assistante médicale. Alors aujourd'hui, d'abord, j'ai pas envie. Je reviendrai en arrière si je ne pouvais pas faire autrement. Et ce qui m'empêcherait de le faire, c'est le côté financier, parce que effectivement, ça coûte très cher. Et c'est pas à vous que je vais l'apprendre. La Caisse a choisi d'accompagner les médecins qui partaient dans cette voie. Si cette aide n'est pas pérenne, le système ne peut pas fonctionner. Et donc oui, je serai obligé de m'en passer parce que je n'ai pas les moyens de le financer. Merci beaucoup, docteur, pour votre témoignage très positif. Et puis de toute façon, on se revoit dans 6 mois pour votre point de suivi. En fait, c'est presque la profession qui a à vous remercier parce qu'on est dans une démarche où on essaie de travailler ensemble pour le bien des patients et je pense que ça démystifie un petit peu le partenariat qu'on peut avoir ensemble. Donc, vous pouvez me remercier, mais je dois vous remercier moi aussi. Et c'est nous qui vous remercions aussi, encore une fois, Dr Guez et Cyrine, d'avoir joué le jeu et d'avoir donné un petit peu de votre temps pour tourner cette vidéo. Un très beau retour d'expérience. Et je te conseille de peut-être te reconvertir dans le journalisme, pour le coup. Parce que, écoute, je tenais à entre t'annoncer, aujourd'hui- je pars dans les prochains jours pour Reporters sans frontières. Bon, Bon, on va redevenir un petit peu sérieux quand même. On vient de voir l'émission de l'assistant médical. Maintenant, on pourrait peut-être s'intéresser au médecin, pardon. Donc du coup, Thibaut, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se lancer si par exemple je suis médecin généraliste? alors effectivement, là on voit à l'écran qu'il y a une partie médecin généraliste et une partie médecin spécialiste, donc c'est deux choses différentes. Donc tout dépend en fait qui êtes-vous exactement. Si vous êtes médecin généraliste, ça va différer un petit peu. Donc on va partir sur le cas du docteur Dupont. On va prendre l'exemple du docteur Dupont, médecin généraliste. On va d'abord se poser la question sur son éligibilité. Donc comment savoir si je suis éligible? C'est très simple. Aujourd'hui c'est de plus en plus souple. Il suffit tout simplement d'avoir dans sa patientèle au minimum 775 patients médecins traitants, tout âge confondu. Donc il me semblait qu'auparavant il y avait la notion d'exercice regroupé et de zone sous-dense. Alors effectivement, ça ce sont des critères qui ont disparu depuis la Convention 2024. Des conditions comme la zone sous-dense, ça n'existe plus. On peut vraiment prétendre en tant que médecin à toute option, aujourd'hui autant des mi-temps que des temps pleins. C'est vrai qu'auparavant, pour avoir un temps plein, il fallait justifier d'une grosse patientèle et exercer obligatoirement également en zone sous-dense. Cela, ça a disparu. Vraiment, un médecin, s'il souhaite un temps plein, aujourd'hui, c'est possible, à condition bien sûr, donc d'avoir ce minimum requis de 775 patients médecins traitants.
Là, on voit sur le tableau, on a voulu illustrer un petit peu cette donnée d'objectif, puisque effectivement, en contrepartie d'une aide financière, on objective les médecins sur l'augmentation de patientèle. Donc pour un médecin généraliste, on objective sur les deux types de patientèle. Donc dans un premier temps, sur la patientèle médecin traitant. Donc là, si le docteur Dupont il part sur une option mi-temps, on va lui demander d'augmenter sa patientèle dans les 2 ans de plus de 195 patients médecins traitants. Et par contre, s'il part sur une option temps plein, on va lui demander bien évidemment d'augmenter encore un petit peu plus, donc de 305 patients médecins traitants. La file active est également objectivée. Là, pour le coup, sur un mi-temps, il serait de plus de 311 dans les 2 ans augmentés et pour un temps plein de plus de 467 patients. Est-ce que tu peux nous préciser la notion de file active, s'il te plaît ? Oui, tu fais bien de poser la question. La file active, donc ça diffère effectivement de la patientèle médecin traitant. La file active, c'est tout bonnement tous les patients différents vus par le médecin dans l'année. Très bien. Alors, on vient de voir le cas pour un médecin généraliste. Imaginons maintenant que le docteur Dupont est médecin spécialiste. Alors, médecin spécialiste, oui. Après, quelle spécialité ? C'est ça. Donc là, on a voulu également illustrer sur cette slide les différentes spécialités. Alors, on en a mis 3 en exemple, mais il y en a plein d'autres qui sont éligibles, bien sûr, au contrat. Et si vous êtes invité aujourd'hui à ce webinaire, c'est que vous êtes déjà éligible de par votre spécialité, si vous êtes médecin spécialiste. Donc on reprend un peu le même schéma que précédemment en retirant l'objectif de patientèle médecin traitant. Les médecins spécialistes ne sont objectivés que sur de la patientèle file active et chaque spécialité a un barème propre. Donc par exemple un cardiologue pour être éligible il doit justifier dans sa patientèle de minimum 1457 patients file active. Pour un pneumologue le barème est fixé à minimum 1385. Et pour un allergologue, ça diffère un petit peu, c'est 1345. Mais vraiment, ça c'est propre après à chaque spécialité qui définit l'éligibilité du médecin. D'accord. Donc là, tu viens de nous exposer le cas général. Mais moi, je ne rentre pas dans les objectifs que tu nous exposes. J'imagine qu'il y a des dérogations qui ont été prévues. Exactement, il y a des dérogations prévues, du moins des assouplissements en fonction du cas du médecin. On va déjà partir sur le médecin qui est nouvellement installé, à qui on ne peut forcément pas demander de justifier 775 patients médecins traitants dès son installation, c'est compliqué. Donc pour les nouveaux installés, c'est un petit peu différent. Donc on leur demande bien sûr d'atteindre un certain seuil de patientèle au bout de 3 ans, néanmoins, contrairement aux médecins qui sont déjà éligibles, c'est 2 ans. Là, pour un nouvel installé, on lui laisse 3 ans pour atteindre ce qu'on appelle la médiane. La médiane qui est fixée, donc c'est la moyenne des patientèles des médecins généralistes de France, qui est fixée à 1045 patients médecins traitants tout âge confondu, je précise à nouveau, et de 1521 sur de la file active. Donc les médecins, ils ont 3 ans pour atteindre ce taux-là. Je précise également qu'au bout des 3 ans, un médecin qui est considéré comme nouvellement installé retombe dans le droit commun. Donc au bout des 3 ans, on regarde s'il est éligible comme un médecin qui signerait un nouveau contrat. Donc il faut à minima qu'au bout de 3 ans, le médecin soit à 775 patients médecins traitants pour continuer dans un contrat d'assistant médical. Ça, c'est le minimum requis. Après, l'objectif, c'est quand même d'atteindre les 1045 qui sont fixés par la caisse pour être payé intégralement, en tout cas. Très bien. Et alors, en l'occurrence, moi, j'ai une pratique libérale sur 4 jours. Et par contre, le 5e jour, je travaille dans une autre structure. Est-ce que c'est pris en compte ? Alors, ça peut être pris en compte, effectivement. C'est là la petite partie, la petite bulle rose. Ajustement des objectifs, si activité mixte. Donc, le principe de l'activité mixte, c'est un médecin libéral, un médecin qui est libéral pendant par exemple 4 jours, comme tu as cité, et qui travaille peut-être une journée en établissement ou une délégation pour être président CPTS ou enseigne à la fac une journée. Effectivement, ça c'est un temps qu'on prend en compte et qu'on recalcule après les objectifs au prorata du temps libéral consacré à cette activité mixte. Donc ça, après, c'est effectivement un calcul à faire, mais on prend effectivement bien en compte cette activité qui doit être, je le précise, bien en lien avec la santé. Voilà. Et salarié, donc. Et salarié, et la caisse demande également un justificatif pour qu'on puisse, proratiser ces objectifs. Donc du coup, ça signifie que si, par exemple, je suis maman et que j'ai choisi de travailler 3 jours par semaine, est-ce que ça va être pris en compte ? Du coup, non, ça ne s'est pas pris en compte. Cette personne-là, elle sera considérée comme un médecin qui travaille 5 jours. Donc, elle aura les mêmes barèmes d'objectifs qu'un médecin qui travaille 5 jours en libéral. Ok. Voilà. Et pour le coup, imaginons que je suis médecin installé déjà depuis un certain nombre d'années, j'ai déjà une forte patientèle, on va quand même pas me demander d'encore augmenter. Effectivement, alors, les barèmes font que plus on a de patientèle, moins l'objectif fixé est élevé.
Et à certains barèmes, effectivement, ce qu'on appelle des P95, donc des médecins à très très forte patientèle, on ne leur fixe pas d'objectif d'augmentation. On leur demande simplement en fait, de maintenir leur patientèle sur la durée totale du contrat. D'accord. Alors, il me semble que au niveau du maintien d'activité, les médecins à forte patientèle ne sont pas les seuls concernés. Non, c'est pas les seuls concernés, mais ça on y viendra juste après. Il y avait un élément qu'on n'a pas rajouté sur la slide, mais que je souhaitais parler aujourd'hui, Ouais. c'était les effets de seuil. Alors effectivement, un médecin qui a 775 patients médecins traitants est éligible. Un médecin qui a entre moins 5 et moins 10% de cette patientèle, on peut également le rendre éligible avec cette petite dérogation d'effet de seuil. On peut du coup le faire passer fictivement en fait, à 775. Voilà. D'accord. Et je reprends du coup ce que tu disais sur ces fortes patientèles. Effectivement, il n'y a pas que les médecins déjà installés depuis longtemps qui ont droit à des assouplissements, notamment avec les évolutions du coup du dispositif qui ont eu lieu avec la nouvelle signature de la convention, notamment du coup, pour les médecins de plus de 65 ans. Mhm. Les médecins de plus de 65 ans, aujourd'hui, effectivement, bénéficient d'une dérogation. Et à l'instar des médecins à très forte patientèle, on leur demande également de garder ce niveau qu'ils ont actuellement. Donc on ne leur demande pas d'augmenter leur patientèle, mais de la maintenir, à condition, par contre, de bien sûr d'être éligible, donc d'avoir à la signature du contrat, Ouais. si on est médecin généraliste, les 775 patients médecins traitants. Ouais. D'accord. Tu parlais de la convention médicale qui a été signée au mois de juin. J'imagine que ce n'est pas la seule évolution liée à cette signature. Effectivement, voilà, on voit à l'écran le petit tableau des revalorisations de l'aide qui est versée aux médecins signataires. Donc toujours dégressif, ça n'a pas changé. Par contre, il y a une revalorisation d'environ 5% sur les montants. Donc pour une première année d'un contrat à temps plein, on est maintenant sur une rémunération de 38 000 euros la première année au lieu de 36 000 et de 39 000 euros au lieu de 18 000 sur une option mi-temps. Donc voilà, après ça reste toujours dégressif sur les années qui suivent. Mhm. C'est la seule évolution ? Bien sûr que non. Le secrétariat en ligne. Historiquement, effectivement, dès l'apparition du dispositif en 2019, si un médecin souhaitait faire évoluer sa secrétaire en assistante médicale, il se devait de remplacer ce temps de secrétariat par une autre personne qui devait en embaucher. Avec le règlement arbitral de mai 2023, il y a eu un premier assouplissement avec le télésécrétariat qui était permis. Donc si le médecin souhaitait faire évoluer sa secrétaire médicale en assistante, il pouvait souscrire un télésécrétariat et ça le prenait en compte. Au jour d'aujourd'hui, il y a les plateformes également de prise de rendez-vous en ligne qui peuvent être également intégrées. Donc un médecin qui fait évoluer sa secrétaire peut, sur justificatif, comme quoi il a bien effectivement souscrit une plateforme en ligne, souscrire un contrat d'assistant médical. Voilà. D'accord. Et, autre chose oui, autre chose, oui, la patientèle totale. Donc, ce que j'ai précisé déjà tout à l'heure sur la patientèle tout âge confondu, ça c'est une belle évolution également parce que c'était un gros frein qu'on avait des médecins depuis le début du dispositif. On incluait à l'époque que les patients de plus de 16 ans dans les objectifs. Aujourd'hui, on prend vraiment en compte l'intégralité de la patientèle du médecin, donc aussi bien les enfants que les adultes. Alors, c'est vrai que ces évolutions ont permis de lever quand même un certain nombre de freins qu'on pouvait rencontrer en rendez-vous. On a vu que le dispositif s'adaptait quand même à beaucoup de situations maintenant. Maintenant, concrètement, si je veux avoir une proposition personnalisée, à qui je dois m'adresser ? Bon, les premiers interlocuteurs, c'est bien évidemment nous, le service délégué d'assurance maladie, qui sommes en charge de la promotion de ce dispositif. Ça fait maintenant presque 4 ans qu'on le porte, donc c'est un dispositif qu'on connaît très bien. C'est, comme on dit, là, comment entrer dans l'aventure, c'est une aventure, parce que pour le coup, le DAM, donc le délégué assurance maladie, il accompagne vraiment le médecin du début du projet jusqu'à la fin, c'est-à-dire si le médecin souhaite avoir un premier renseignement, c'est le délégué d'assurance maladie qui va le renseigner, qui va lui faire signer son contrat et qui va également l'accompagner, si je puis dire, comme un service après-vente sur la durée du contrat pour s'assurer que tout se passe bien. Ouais. Il y a vraiment une volonté forte d'un partenariat avec le médecin sur ce contrat et que ce soit vraiment un vrai partenariat CEPAM et médecin signataire. Ouais. D'ailleurs, dans le cadre de cet accompagnement, on essaye de rencontrer les médecins signataires au bout de 6 mois pour faire un point avec lui. Et évidemment, à date anniversaire, c'est vraiment un rendez-vous qui est indispensable pour la mise en paiement notamment. Et il est très important pour les médecins de nous faire remonter les difficultés que vous pouvez rencontrer sur le terrain, notamment les arrêts maladie ou les changements d'AM, etc., pour qu'on puisse faire évoluer le contrat. Effectivement, pour aller un peu plus loin sur ce sujet,
dans la vie d'un cabinet, ça peut changer. L'assistant médical peut effectivement tomber malade plusieurs semaines, ou le médecin peut s'arrêter également. Et des options qui sont proposées sur les contrats de mettre en pause pour éviter justement de mettre en difficulté le médecin sur l'atteinte de ses objectifs. Et voilà, ça en tout cas, c'est vraiment là où le partenariat est important, parce que dès qu'il y a un changement dans le cabinet, que le délégué soit au courant pour ajuster au mieux les objectifs et ou du coup les dates d'anniversaire pour les paiements. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les informations importantes qu'on voulait transmettre aujourd'hui. Irène, est-ce que nous avons reçu quelques questions ? Alors oui, en effet, on a reçu de nombreuses questions. Une première question, un médecin qui nous dit « Je souhaite embaucher une assistante médicale, mais je ne veux pas être employeur. Quelle solution peut-on lui proposer ?» J'y vais ou tu vas ? Vas-y. J'y vais. Alors c'est vrai que c'est une question qu'on nous fait souvent remonter lors des rendez-vous, c'est bien compréhensible. Il y a des médecins qui sont un petit peu effrayés de se retrouver employeurs. Il y a toute la partie RH à gérer, c'est quand même compliqué, il y a une législation à suivre. Donc c'est vrai qu'il y a la solution des groupements d'employeurs qu'on peut vous proposer. Ces groupements d'employeurs, ils vont prendre en charge vraiment toute la partie RH, ils vont pouvoir vous conseiller vraiment à tous les niveaux, même sur les grilles salariales qui sont préétablies pour les assistants médicaux, rédiger les contrats, enfin vraiment vous accompagner sur toute cette partie-là. Ça peut vraiment rassurer et alléger cette part-là. Et pour les trouver, c'est très simple, il suffit de taper groupement d'employeurs sur Google et vous aurez toute la liste qui va s'afficher. C'est vrai qu'au début du dispositif, c'est ce qui montait beaucoup du terrain, c'était les difficultés, cette peur de devenir employeur, ça peut se comprendre, surtout pour un médecin qui travaille seul depuis plusieurs années. C'est ça. Devenir employeur, ça peut faire peur. Et les retours qu'on a d'expérience, en tout cas de ces groupements d'employeurs, sont assez positifs, parce qu'on n'a jamais eu de remontée de problème là-dessus. Donc pour le coup, c'est vraiment une vraie solution pour les médecins. Merci. Une deuxième question, y a-t-il besoin d'un local spécifique ? Pas du tout. Non, le contrat ne prévoit pas en tout cas une clause sur ce type d'organisation. L'organisation, c'est vraiment propre au médecin. Son projet, c'est lui qui doit le monter pour l'assistant médical, comment il se projette dans le cabinet. Donc on a vu dans le reportage du cabinet Value où le docteur Gaz et Cyrine travaillent en même temps des fois dans le cabinet, pendant que Cyrine prépare quelque chose, le médecin lui pose des questions. Voilà, après, c'est vraiment propre au médecin de s'organiser et comment il voit lui son projet. Alors effectivement, après idéalement, c'est bien aussi, je pense, pour l'assistant médical d'avoir son espace à lui, mais après, il n'y a aucune obligation, en tout cas, contractuelle sur l'organisation du cabinet. Merci à vous deux. Un médecin nous pose la question, que se passe-t-il si je n'atteins pas mes objectifs ? S'il n'atteint pas ses objectifs, alors on fait en sorte en tout cas que ça n'arrive pas. Les accompagnements justement des délégués de l'assurance maladie au fur et à mesure du contrat sont là justement pour faire le point sur les évolutions des objectifs par le médecin. Donc à noter que quand on signe un contrat assistant médical, la Caisse nationale d'assurance maladie nous fournit des données arrêtées au 30 juin ou au 31 décembre. Donc on a des données actualisées que 2 fois par an et on part de ces données-là pour établir les objectifs. Et on part toujours de ces données-là pour après faire le point sur les atteintes d'objectifs ou non. Donc tous les 6 mois, c'est pour ça qu'on fait un point 2 fois par an, on envoie au médecin ces données statistiques sur les atteintes. Si on voit effectivement qu'il y a des difficultés, nous on est là aussi pour l'accompagner et trouver des solutions. Nous avons des services au sein de la caisse comme la mission d'accès aux soins qui permet de contacter des assurés qui n'ont pas de médecin traitant et de leur envoyer sur le médecin du territoire qui est en recherche. Donc voilà, en tout cas il y a des possibilités, on est là pour accompagner et faire en sorte que l'objectif soit atteint. Autre difficulté effectivement, si l'objectif n'est pas atteint, c'est la rémunération qui est liée à l'atteinte de l'objectif. Si l'objectif n'est pas atteint, l'aide peut être proratisée, voire pas payée, si vraiment on est très loin de l'objectif. Merci à vous deux. Comment faire si moi, médecin, je suis malade ou en arrêt de longue maladie ? Je crois qu'on l'a un petit peu dit déjà. L'accompagnement est là pour ça. Il faut vraiment nous faire remonter toutes ces informations-là pour qu'on puisse faire évoluer le contrat en fonction de la vie du cabinet et ainsi ne pas mettre les médecins en difficulté. Ouais, je vais aller un peu plus loin. Comme on a dit précédemment, le médecin il a 2 ans pour atteindre son objectif. Si le médecin est en arrêt pendant 6 mois, on va bien entendu le prendre en compte et décaler sa date d'anniversaire de plus de 6 mois pour qu'il ait vraiment en temps effectif 2 ans pour atteindre son contrat. Même si ça dure 2 ans et demi,
ou 3 ans, on a au moins 2 ans pour que le médecin il atteigne ses objectifs. Voilà, c'est vraiment le but. Et après, effectivement, il faut que le médecin nous fasse part de cette remontée-là pour qu'on puisse après, par contre, nous, de notre côté, dans le système, bloquer le contrat et le réactiver quand la personne revient en poste pour repartir sur le contrat. Une question encore. Est-ce que je peux changer mon contrat mi-temps en contrat temps plein? Je vais répondre, celle-là, elle est facile. Alors, bien sûr, vous pouvez changer du mi-temps au temps plein et vice-versa, du temps plein vers le mi-temps. La seule contrainte, c'est d'attendre la date anniversaire de signature. J'arrive plus à parler. Ouais, c'est la date d'anniversaire. Et après, un contrat mi-temps, ce qu'on n'a pas dit effectivement dans le webinaire, c'est qu'un médecin peut très bien partager l'assistant médical avec un confrère à lui. Ça, on ne l'a pas évoqué, mais l'option mi-temps le permet. Donc, si on est 2 médecins dans le cabinet et qu'on veut se partager l'assistant médical, c'est possible si chacun des médecins prend de son côté une option mi-temps. Après, un médecin, même si il y a plusieurs médecins dans le cabinet, ils sont 3, si chacun veut un temps plein, c'est possible aussi. Chacun recrute son assistant médical, ça c'est possible aussi également. Au niveau MSP, après, s'il y a des MSP présentes aujourd'hui, sachez qu'en tout cas, c'est en négociation sur des assistants médicaux mutualisés sur l'ensemble de la MSP. C'est en cours de réflexion et logiquement, en 2025, on aura peut-être un peu plus d'informations à vous communiquer sur le sujet. Une question encore. Pouvez-vous m'indiquer quand vont être versées mes aides et comment elles seront réparties? Je te propose que je réponde. Oui. Je prêche pour ma paroisse, vu que c'est moi qui prends rendez-vous avec les médecins. Et c'est vraiment essentiel qu'on ait les rendez-vous à date anniversaire pour pouvoir lancer les paiements, comme je l'ai déjà dit. Donc, voilà. Donc, voilà. Il faut absolument que le rendez-vous à date d'anniversaire tous les ans soit effectué pour que le paiement parte. Techniquement parlant, pour vraiment aller dans le détail, c'est tous les premiers lundis du mois que le paiement y part. Donc si la date d'anniversaire du contrat est le 20 décembre, le paiement partira début janvier. Comment sont réparties les aides? C'était la question numéro 2 dans la question. Alors aujourd'hui, vu que ça a changé, 100% du paiement à la signature, c'est-à-dire que pour la première année, on a vu tout à l'heure que sur une option temps plein, 38 000 € sont versés la première année. Donc dès la signature, le médecin va recevoir l'intégralité de cette somme, donc 38 000 €. L'année d'après, également, le forfait 2 est payé intégralement, donc 38 000, je crois que c'est 27 000 sur la seconde année de tête. Et ensuite, par contre, à la fin de la deuxième année, comme on regarde l'atteinte des objectifs, tout est proratisé en fonction de l'atteinte. Donc si c'est 100% atteint, on paye l'intégralité. Après, en fonction de l'atteinte, s'il faut proratiser, on proratise. Alors, une dernière question. Nous sommes 5 médecins dans le cabinet et souhaitons embaucher une assistante médicale collectivement. Collectivement, alors, c'est comme je disais juste avant, si ces 5 médecins sont en MSP, il y a pour projet dans l'année 2025 d'avoir du coup un assistant médical mutualisé. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible, donc chaque médecin doit signer un contrat avec la caisse. Donc s'ils sont 5 et c'était un seul, hein, Irène, c'était ça? Tout à fait. C'est la question, avec un seul assistant médical, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faudrait que 2 médecins ou un seul médecin prennent une option temps plein ou 2 médecins prennent chacun une option mi-temps pour se le partager. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est tout à fait possible, on le voit bien dans le cabinet Value, ils sont 5 médecins et il y a 2 AM, je crois. Ouais. Merci à vous. On a encore beaucoup de questions. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on va y répondre grâce à la fac que nous vous enverrons à la suite de ce webinaire. Merci Irène pour les questions. Merci à vous déjà d'avoir participé, d'avoir pris le temps de regarder ce webinaire avec nous, que nous avons organisé donc, avec Céline, Irène. Merci Élie à la régie que vous ne voyez pas. Merci Solène aussi, qui sont dans l'ombre. De nouveau, merci Dr Guez et Cyrine pour votre participation. Et merci à toi Céline, vraiment. Merci Thibaut, parce que tu as répondu aux questions les plus difficiles. On n'a plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Et à très bientôt pour un prochain webinaire sur un autre sujet. Un autre sujet. Voilà. Joyeux Noël. Joyeux Noël.